Suite Sport de 2014, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, c'est parti pour un nouveau tour de l'actu sport du département en 26 minutes. Ce week-end, Elancourt organisait un concours qualificatif pour les prochains championnats de France en salle de tir à l'arc, mais aussi ultime étape de sélection pour les mondiaux à Nîmes, résumé à suivre. Focus sur le MMA dans ce 7-8 sport réunissant de nombreuses disciplines, le free fight continue de se développer et arrive à Maurepas où 1000 mètres carrés sont désormais dédiés aux arts martiaux modernes. En football, ce week-end était consacré au 32e de finale de la Coupe de France. Poissy était le seul club yvelinois amateur encore en lice face aux Bretons de Concarneau. Résumé à suivre évidemment, comme d'habitude en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, on passe à notre page football et promotion d'honneur. C'est encore la trêve hivernale pour le championnat de promotion d'honneur et notamment pour Trappes, l'étoile sportive de Trappes qui pointe actuellement au 7e rang après, on va dire, un peu la première phase aller. Et évidemment, le président de l'ES Trappes est présent sur le 7-8 Sport, Moustapha Larbaoui. Bonsoir à vous, merci de nous rejoindre sur l'émission et meilleurs vœux évidemment pour cette nouvelle année en tout cas. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous voyez cette première partie de saison, 7e place? Vous avez longtemps accroché Nanterre, qui est l'actuel leader. D'ailleurs, je vous propose peut-être de jeter un petit coup d'œil au classement. Comme ça, on va remettre tout cela en contexte. Vous êtes 7e. Vous avez perdu un petit peu de terrain. Voilà, vous avez 26 points, 35 points. Le leader Nanterre, derrière Saint-Leu, 31, puis 29 et 28. Vous n'êtes pas trop loin encore du podium, à quelques longueurs, à 3 longueurs. Comment vous jugez cette première partie de saison? Écoutez, je ne ferai pas de pronostic. Vous vous souvenez qu'à cette même place, il n'y a pas très longtemps, je ne faisais pas de pronostic, mais j'avais un vœu pour l'équipe de France de gagner 3-0 et le vœu était exaucé. Je formule le même vœu, pas de pronostic, mais le vœu d'être au moins sur le podium cette année. Je vous rappelle que Trappes, l'an dernier, il y a 2 ans, était dernier à la trêve pour finir premier. Alors c'est peut-être un exploit qu'on ne souhaite pas renouveler, j'entends par là, en commençant par la dernière place. Cela étant, on parle de la 7e place, mais en réalité, on était 2e il y a 2 matchs. Donc ça va très vite parce qu'en fait, le groupe est très très serré. C'est une poule très homogène. Voilà, c'est une poule très homogène et donc c'est très serré. Donc en fait, c'est en fonction, presque on va dire, c'est très circonstanciel. C'est pas très, on va dire que c'est pas très, c'est plus mathématique qu'autre chose. Le groupe avait quand même besoin de recharger les batteries sur cette fin de mois de décembre. Il y a eu une défaite assez sévère, notamment à Parisis. Il y avait une petite lassitude, une petite fatigue du groupe ou pas? Je la qualifierais pas de fatigue en l'occurrence, mais je crois qu'on a encore une fois elle est très concurrentielle cette poule cette année. On a un leader Nanterre qui est très performant et j'ai vraiment le sentiment qu'on a en face de nous quelqu'un de très en forme. Ils vont être inaccessibles cette année ou pas? Ou vous pouvez encore aller les chercher? Rien ne l'est inaccessible pour les joueurs. Ils m'en ont fait la preuve à beaucoup de reprises. Mais c'est vrai qu'on peut craindre que Nanterre soit vraiment la locomotive qui soit lancée à fond. D'autant plus qu'on a chez eux un joueur assez exceptionnel du niveau de national, qui est à la fois joueur, qui est à la fois entraîneur, qui fait la pluie et le beau temps avec son équipe. Donc il entraîne, il marque les buts, il passe devant, il passe à l'arrière. Alors le football, c'est une équipe. Donc je me dis qu'à un moment donné, l'équipe devrait faire la différence. Voilà, c'est tout le vœu que je formule, que l'équipe fasse la différence. Donc 7e, mais pas Parce qu'au début de la saison, je me souviens quand même qu'il y avait des petites velléités de monter. Ça fait longtemps que vous êtes en promotion d'honneur. Ça serait un cap de monter justement en DHR, en division d'honneur régionale. Ça serait intéressant pour le club sur le moyen terme derrière peut-être. Alors depuis longtemps, c'est jamais 2 ans. Ça fait depuis longtemps qu'on cherche effectivement à marquer des victoires et marquer des montées, parce que je pense que c'est à l'image du travail du club. Je dis souvent que le résultat m'importe peu et que c'est surtout la résultante. Et à un moment donné, il faut marquer la différence. Donc c'est vrai que c'est la montée qui détermine le niveau du club, mais en réalité, moi je le vois de l'intérieur. Vous disiez que c'est la trêve, oui, c'est la trêve, mais ils ont recommencé depuis le 2 janvier, ils sont à l'entraînement, ils bossent. Alors, c'est pour ça que je dis qu'on peut toujours formuler des vœux, surtout en début d'année, de cette année, mais en début de saison, on suit les objectifs. Et l'objectif était effectivement d'être soit leader, soit d'être sur le podium, au moins à la trêve. On l'était jusqu'aux 2 derniers matchs qui nous ont coûté 6 points et qui nous mettent à la 7e place.
Voilà, Est-ce que le choc perdu face à Nanterre justement au mois de novembre a laissé un petit peu de traces et ces 2 défaites derrière qui peuvent être compréhensibles de cette façon? C'est toujours pareil, c'est un match à 6 points. Ils sont premiers, on est deuxième, c'est un match à 6 points. Tout peut se jouer là. Tout peut se jouer et la défaite fait que c'est vrai qu'on a du mal à s'en remettre. On attend presque la trêve, effectivement, comme vous le disiez. On attend presque la trêve pour ça et on recharge les batteries, c'est le cas. Et je sais que l'équipe 2 fonctionne plutôt très bien aussi, puisque vous êtes dans le peloton de tête de la première division de district, dans votre poule. Vous changez peut-être du coup votre fusil d'épaule. On va peut-être essayer de recentrer plus de force et d'aller chercher cette montée en première division. D'ailleurs, on voit le classement qui s'affiche. Voilà, vous êtes 3e. Là, c'est aussi très homogène. Il y a vraiment c'est un mouchoir de poche en fin de compte. 4 points entre vous, 3e, et Marly-le-Roi, le leader, 34 points. Ça va être peut-être la priorité maintenant, à partir de ce mois de janvier, cette équipe réserve? Notre priorité, c'est toujours pareil. La priorité, c'est de jouer. La priorité, c'est de faire de très bons matchs. Et puis de chercher à viser toujours l'excellence. C'est le cas de Lille, on parle d'excellence, on parlait de la baie qui est en excellence. Pour les téléspectateurs, il faut savoir que le groupe de Trappes, la place de Trappes, 3e, est une place à 4 points du leader. Donc c'est extrêmement jouable pour le coup. Alors si c'est jouable pour la 1, c'est jouable pour la 2. Un petit coucou également à la 3, puisque nous avons une équipe 3 en 4e division, qui est également 2e. Voilà, donc on a 3 coups à jouer, on jouera les 3 à fond. Et encore une fois, pour vos téléspectateurs, il faut savoir que la première div et la PH sont juste séparées d'une équipe, l'excellence. Voilà, donc on veut resserrer également les rangs. C'est important d'avoir un club avec des équipes qui se serrent et non pas une disproportion. Avoir peut-être plus de concurrence justement entre les équipes pour gagner en efficacité. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est l'homogénéité d'un club qui est important, c'est l'homogénéité d'une politique sportive, c'est la vision qu'on peut avoir du global d'un club de foot. Et alors après ça, on peut avoir des souhaits, voire des vœux, voire des pronostics. Moi, je formule celui-ci en début d'année, c'est celui de continuer à travailler toujours plus et encore, parce que c'est la résultante, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément les résultats à court terme. On ne peut pas évidemment parler de Trappes sans parler de l'actualité un petit peu brûlante ces derniers jours. Concernant Nicolas Anelka, on sait qu'il a effectué ses classes du côté du club de Trappes. En tant que président de Trappes, est-ce que ce qu'il a effectué sur le terrain en première ligue, ça vous touche, ça vous peine? Ça nuit à l'image du club de Trappes? Alors, ça ne nuit pas pour une raison simple, c'est que au regard du travail effectué, j'entends que des choses extrêmement satisfaisantes. Même sur le plateau ici, nous avons le papa d'un enfant qui disait tout le bien qu'il pensait de l'encadrement, et j'en profite pour le remercier, lui et tous les parents qui ont satisfaction. Alors c'est vrai qu'on a encore du travail, mais pour le coup, j'ai pas le sentiment que ça nuise ou que ça fasse pour le coup meilleure santé. Pour rappel, pour les téléspectateurs, Nicolas Anelka a effectué une quenelle dans le débat évidemment du comique Dieudonné suite à un but pour célébrer son but en Première Ligue avec West Bromwich Albion. Alors c'est vrai que ça fait le buzz, c'est vrai que notre ami Anelka est très à l'aise avec les médias, et donc à un moment donné ça part un petit peu de façon désordonnée, ça part un petit peu, j'ai presque envie de dire, de façon débridée comme il sait l'être sur un terrain. Simplement il y a des terrains sur lesquels il faut rester à mon avis un minimum avec un devoir de réserve. Je pense qu'il en a, à mon avis, le devoir, comme je peux l'avoir moi ce soir, de ne pas critiquer certaines actions ou certaines façons de se comporter. Voilà, en adulte que nous sommes, j'ai presque envie de dire que c'est un devoir d'adulte et de citoyen, parce que ça a des retombées pour le coup sur tout ce que l'on gère. Après, de façon néfaste ou pas, chacun en jugera. Moi, je pense que le travail effectué à Trappes a beaucoup plus de force dans la durée que tout ce qu'on peut entendre par ailleurs. Très bien, merci beaucoup Moustapha Larbaoui d'être passé sur ce premier 7-8 Sport de 2014. Reprise le 19 janvier à domicile pour l'équipe première en promotion d'honneur face au 11e, Garges-les-Gonesse. Bravo, oui, encore merci. Merci beaucoup Moustapha. Ce premier week-end de janvier était consacré, je le disais dans les titres, à la Coupe de France de football. On va rester dans le foot. Poissy, dernier club yvelinois amateur, encore en lice, recevait Concarneau, les Bretons pensionnaires de CFA. Mais l'exploit ne s'est pas produit au stade Léo Lagrange. Image de Patrick Jacques de Dixmude. Si le match des tribunes est vite gagné par les supporters de Concarneau, c'est tout l'opposé sur le terrain du stade Léo Lagrange.
Après un début de match très prudent, les joueurs de Poissy, ici en jaune, asphyxient le milieu breton. Et ils sont même tout près d'ouvrir le score sur cette splendide ouverture. Mais la reprise de l'attaquant Pissiaquet passe tout près de la lucarne bretonne. Poissy prend alors confiance et les occasions se multiplient. Mais à chaque fois non cadrées, même quand la cage adverse est vide. « 0-0 à la pause. Le tournant du match arrive peu après la mi-temps. Le défenseur central Abdoulaye Sangaré est expulsé pour ce tacle en retard. Il n'en fallait pas plus aux joueurs de Concarneau pour prendre l'avantage. À la 70e minute, l'avant-centre breton Soki Nzinga met fin aux espoirs yvinois sur cette frappe croisée du gauche. Concarneau s'impose finalement 1-0 et verra les 16e de finale 24 ans après. De leur côté, les Yvinois pourront regretter longtemps leurs nombreuses occasions ratées. On n'avait pas fait un grand début de match, peut-être impressionné par l'événement, mais tout de suite derrière, on s'est bien ressaisi, on a bien joué, on a les occasions et on les met pas. Et puis après l'expulsion et le tournant du match en seconde période, l'expulsion très sévère. On jouait pour la qualif, on a perdu, donc c'est une déception. Allez, on passe au sport de combat, vous le savez, dans quelques semaines évidemment. Officiellement, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines va ouvrir ses portes. Et il n'y aura pas que du vélo et du cyclisme. Une académie de self-kick défense va prendre ses quartiers le 13 janvier prochain, lundi prochain, au sein du nouveau Clairefontaine du cyclisme français. Et pour en parler, les responsables et entraîneurs et professeurs de self-défense sont présents ce soir sur le plateau. Joël Savary et Samy Héroux, bonsoir à tous les deux. Bonsoir Anthony. Merci d'être là. Alors tout d'abord, comment le projet est-il né, Joël ? En fait, c'est un projet qu'on a mûri l'année dernière. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, Anthony, le Vélodrome ouvre la semaine prochaine, le 13. Il y a l'inauguration officielle le 30 voilà, en fait. Et tout à après, fait. à partir du 1er 2 février, au public, ça sera vraiment complètement ouvert à toutes les activités. Nous, l'Académie, on ouvre le 13, donc c'est-à-dire dans 2 semaines. Voilà. On va accueillir le public à partir du 13. Et l'idée, comment elle est venue, c'est que avec Samy, l'année dernière, on organisait des stages, moitié kickboxing et moitié self-défense. Moi, je suis entraîneur de kickboxing et Samy, entraîneur de self-défense. Et la mayonnaise a pris. Et beaucoup d'adhérents qui ont pratiqué avec nous ont demandé où est-ce qu'on pouvait pratiquer ce concept. En fait, c'est une idée qu'on a mûrie. Et puis, on a porté ce projet un petit peu partout. Dans les différentes mairies et puis également au Vélodrome. On a porté le projet à Vélopolis, qui est la société d'exploitation du Vélodrome. On a été reçus et puis ça s'est bien passé. Mais je sais qu'on s'était vu justement à l'occasion de ces stages, il y a un an, exact, que vous faisiez le week-end dans différentes salles. C'était à Bois d'Arcy, si je me souviens bien, il y a un an. Vous me disiez, on a du mal à trouver des salles justement pour nous accueillir. Là, ça résout quasiment tous les problèmes, Joël ou Samy, comme vous voulez. Ah oui, c'est sûr que là, c'est une chance inespérée. Et puis on est content d'être accueilli au sein du Vélodrome dans une infrastructure comme celle-ci. Ce qui plaît, c'est peut-être ce mélange. On va peut-être rappeler pour les téléspectateurs ce mélange kickboxing et self-défense. C'est vraiment deux pans de votre activité. Voilà. Et en fait, il y a 3 disciplines. Il y a le kickboxing, donc la boxe pied-point. Il y a également la self-défense, donc qui est issue du penchak-silat. Voilà, issu du penchak-silat. Le penchak, c'est un petit peu Krav Maga, mais ça vient d'Indonésie, c'est un art martial. Et il y a également du travail au sol, donc ce qu'on appelle le grappling, où là, on va un peu se prise frotter. de contact au sol. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'activités qui naissent récemment sur le self-défense. On a l'impression que c'est une activité, pour différentes raisons, à la mode. Samy. Oui, c'est une activité à la mode dans le sens où de plus en plus on voit un petit peu du UFC, MMA, comme on a pu voir dans le reportage juste avant. Et en fait, il y a aussi une actualité qui fait qu'il y a malheureusement de plus en plus d'agressions. Donc, qui dit agression, c'est aussi comment appréhender une agression, comment savoir réagir, comment se défendre. Et ça, on l'apprend en passant par de la boxe, en passant par de la self-défense, en passant par du MMA. Donc après, il y a la notion sportive où là, c'est vraiment pour faire de la compétition, se mesurer à d'autres combattants et ainsi de suite. Et après, il y a la notion prévention et appréhension, entre guillemets, du danger, quel réflexe avoir, à quel moment et ainsi de suite. Justement, dans ces cours que vous donnez, quelle est la
le type de population qui vient à ces cours, c'est plus des jeunes, des gens âgés, des jeunes femmes peut-être? Il y a toutes les populations. On a des étudiants, on a une population féminine qui grandit de plus en plus et qui est à la recherche d'un côté un peu rassurant, self-défense. Et dans cette académie, juste pour ne pas oublier, on est 3 professeurs. Et donc il y a Samy, il y a Eric également et moi-même. Et Eric, Samy va en parler. Oui, Voilà. enfin, bon, l'idée est venue à la base de Joël et moi. Et en fait, Eric, moi, ça fait 7 ans que je pratiquais la self-défense. Et en fait, Eric, je l'ai connu en pratiquant, puisque lui, il était déjà 2e dan en penchak silat. Et c'est quelqu'un qui a pratiqué 20 ans de boxe pied-point, qui a formé aussi tout ce qui est agent de sécurité, protection rapprochée. Qui va vous apporter sa Voilà, science sur ce domaine. qui a une approche terrain et pratique qui... c'est vraiment du vécu. C'est pas de la télé, c'est pas de la théorie, c'est vraiment du vécu et qui va pouvoir apporter ça. Et pour terminer, juste le concept de votre académie, comment ça va se dérouler? On va pouvoir faire soit du self-défense, soit du kickboxing. Il va y avoir des abonnements mélangés. En fait, le concept, c'est vraiment avoir une inscription annuelle qui va permettre d'apprendre à la fois self-défense, le kickboxing, le sol, et ça de manière globale. Pourquoi? Parce que c'est important aujourd'hui pour, je dirais, être opérationnel en self-défense. Si on n'a pas des notions de boxe, on ne sait pas se déplacer, on ne sait pas ce que ça fait quand c'est vraiment avoir la notion de A à Z. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le 7-8 Sport. Et puis, pour plus d'informations pour les téléspectateurs, ils peuvent retrouver tout cela sur www.selfkickdefense.fr. N'hésitez pas. Le bandeau qui s'affiche. Merci beaucoup. Merci à très bientôt. Merci. Le MMA, on va rester dans les sports de combat et arts martiaux et l'art martial par excellence. Réunissant de nombreuses disciplines, le free fight continue de se développer et arrive à Maurepas, où 1000 mètres carrés sont désormais dédiés aux arts martiaux modernes. Loin de sa réputation de combat de rue, ce sport est devenu très technique et encadré. Image de Patrick Jacques de Dixmude. Formé au sol au grappling, Basile Nonote doit encore travailler la qualité de sa boxe pour devenir un combattant complet. Et pourtant, rien ne le prédestinait au free fight, car avant d'entrer dans l'octogone, il pratiquait le badminton. Cet éducateur spécialisé a vite adhéré aux valeurs dans la cage, où se côtoient toutes les catégories sociales. On sait les exigences que ça a, chacun entre combattants. Et forcément, à la fin d'avoir fait un combat, voilà, on se prend dans les bras parce que voilà, on respecte l'autre pour tout même si on a gagné, qu'on est perdu ou quoi. Voilà. Il y a vraiment un respect mutuel parce qu'on sait la douleur que ça peut être pour se préparer. La France est le dernier pays européen qui interdit les compétitions de MMA. Depuis les années 90, ce sport à la réputation sulfureuse a beaucoup évolué. L'époque du combat de rue est révolue. Le free fight est désormais codifié, encadré et très technique. Chaque pratiquant de MMA est multidisciplinaire, ça veut dire qu'il pratique un sport de pied-point, il fait de la lutte ou du judo à côté et il fait soit du grappling, soit du jiu-jitsu brésilien pour développer ses aptitudes au sol. Contrairement aux images de violence régulièrement diffusées, des études américaines ont prouvé que le MMA n'est pas plus traumatique que d'autres sports de combat. La boxe anglaise, qui jouit d'une image beaucoup plus positive, sur le long terme laisse beaucoup plus de séquelles que le MMA. Les mecs sont capables de se mettre entre 500 et 700 coups de poing dans le visage sur un combat. Ça engendre des problèmes de santé après beaucoup plus importants que ce que nous on connaît en MMA. Sur 1000 mètres carrés, cette salle de sport presque unique en France propose également des cours de fitness et d'aéroboxing. L'abonnement annuel vous coûtera entre 300 et 500 €. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. Seuls 2 championnats reprenaient ce week-end, à commencer par le rugby et la Fédérale 3. On suit évidemment plaisir, 12e journée. Sur la pelouse du 6e, l'Union des Bords-de-Marne, les Plaisirois, dans une rencontre assez fermée, se sont imposés en faisant le minimum syndical. 10-3, ils confortent ainsi leur seconde place au classement avec 4 points d'avance sur le 3e, Pontocobo. En basket, 13e journée de National 3, Trappes recevait le 5e, Gennevilliers. Dans un match aussi assez fermé, les joueurs saint-quentinois en rouge ont une nouvelle fois été très maladroits à mi-distance. Les Trappistes s'inclinent finalement de 2 petits points, 60 à 58. Ils restent englués dans le bas de tableau à la 9e place avec seulement 2 points d'avance sur le premier relégable. Les Saint-Quentinois n'ont plus connu la victoire depuis 3 journées. Toujours dans cette poule G de basket, on suit l'Entente Le Chesnay-Versailles qui s'est brillamment imposée sur le parquet du club athlétique lexovien. 88 à 86, les Versaillais remontent
à la 8e place. Football féminin, ce week-end c'était aussi Coupe de France avec le premier tour fédéral et c'est déjà fini pour Montigny-le-Bretonneux. Les Igny-Montaigne se sont inclinés sur la pelouse de Lambersart, pensionnaire pourtant de division d'honneur, 1-0. Encore quelques infos avant de nous quitter. Tout d'abord du tennis de table. On connaît désormais la composition des poules des matchs par équipe de tennis de table en National 1. L'entente voisin-Satarnoux défiera entre autres Saint-Maur, Jouer-les-Tours, Quimper ou encore Poitiers. Le maintien sera évidemment l'objectif des joueuses de Geoffrey-Nizan et un National 3 en Suye-Lancourt qui sera notamment opposé dans un derby 100% yvelinois à Marly-le-Roi. Encore une petite info du triathlon. On vous faisait découvrir Alan Brachet, le nouveau champion du monde scolaire des premiers championnats du monde de triathlon. Eh bien, les deuxièmes mondiaux scolaires de triathlon en mai 2015 seront organisés à Versailles. Après Porto Rico, le tenant du titre pourra donc remettre son titre en jeu sur la pièce d'eau des Suisses et le circuit de Satori. Encore une petite info, c'est du foot US évidemment, Élancourt en période de fin d'année et des fêtes. Surtout les Templiers se sont offerts un beau cadeau en recrutant un nouveau quarterback. Il s'agit évidemment de football américain, je le disais. Le club élancourtois a fait signer un Américain, Sean Shelton, en provenance du Missouri. Il pourra prêter main forte évidemment au phénomène Vinny Mirotte. Les Templiers 4e du dernier championnat de France élite confirment là leurs ambitions de titre en fin de saison. Avant de se quitter, évidemment, je vous propose de jeter un petit dernier coup d'œil dans le rétroviseur de l'année 2013. Les meilleures performances, les meilleurs moments, les plus beaux moments de sport et surtout les plus beaux titres. C'est la rétrosport du 7-8 Sport. Un an après leur visite du chantier, les membres de l'équipe de France sur piste ont enfin pu découvrir le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. 250 mètres de long pour 8 mètres de large, soit un de plus qu'ailleurs, l'anneau est unique au monde. Nul doute que François Pervis et Grégory Boger iront tutoyer les records. À l'extérieur, le Team France de BMX bénéficie d'une arène semi-couverte, unique en Europe. L'ensemble des installations aux normes olympiques pourra accueillir des compétitions nationales et internationales, à commencer par la Coupe de France de BMX en avril prochain. Depuis 2 saisons, il vit une seconde carrière exceptionnelle. Après avoir arrêté le vélo pendant 8 ans, à 37 ans, Yann Dujarier est devenu au Pays de Galles l'homme le plus rapide d'Europe sur le kilomètre. Grâce au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, le champion véliséen pourra rêver plus loin, plus vite, vers le titre mondial. Tanguy Delamotte se souviendra longtemps de son premier tour du monde à la voile. 10e du Vendée Globe 2013, le marin versaillais aura marqué la course par ses vidéos complètement décalées. Au cours de son épopée, Tanguy aura été surtout le héros de 15 enfants souffrant de malformations cardiaques. Grâce aux 170 000 € récoltés sur Internet, ces jeunes issus de pays défavorisés ont pu se faire opérer. Le prince de la boxe française a enfin confirmé toutes ses promesses. À 23 ans, le verriérois Ahmed El Moussaoui, parti s'entraîner aux États-Unis, a décroché le titre de champion de France welter face à Franck Arochorta. Une première ceinture décrochée à l'image de sa carrière, en toute intelligence. Il est peut-être l'avenir du triathlon français. À 15 ans, le jeune Saint-Quentinois Alan Brachet est devenu le premier champion de France de triathlon, de duathlon, d'aquathlon, mais également champion du monde scolaire de triathlon. Une performance inédite dans l'histoire du tri, s'il vient d'écrire l'une des plus belles pages de l'histoire de son sport, le livre de sa carrière vient tout juste de s'ouvrir. 13 ans après l'avoir quitté, les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles retrouvent la Nationale 1. Avec 17 victoires et 5 défaites, les joueuses de Vinko Bardic avaient validé leur billet 2 journées avant la fin du championnat. Mais avec un effectif quelque peu remanié et un nouveau staff à l'intersaison, l'apprentissage du haut niveau amateur ne se fait pas sans difficulté. Les Versaillaises restent pour l'instant engluées à la 11e place de leur poule. C'est la fin de ce 7-8 Sport. N'hésitez pas à le commenter sur Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. D'ici là, excellente soirée sur TV Fil et je vous souhaite encore une excellente année 2014.